Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'écouter pour comprendre et faites savoir que cette émission existe de manière à pouvoir vous informer. Manuela et M. Gagné, tout le groupe, toute l'équipe de Zouk TV, bonsoir. Et aujourd'hui, nous allons recevoir M. Monrose Niquez, qui est exécutif à la CTM et qui est en charge de... Je suis le conseiller exécutif à la CTM, en charge de l'économie en particulier, et puis de la transition citoyenne. Mais je dois d'abord saluer l'ensemble des téléspectateurs de Zouk TV, le remercier de nous prêter attention pendant les 3 quarts d'heure que nous allons passer ensemble. Donc effectivement, je suis conseiller exécutif, mais je suis aussi maire de la commune de Sainte-Luce. Parmi les jeunes politiciens. Oh, je ne suis plus tellement jeune. Je ne suis pas comme ceux qui font croire qu'ils sont, ce sont des jeunesses éternelles. Je suis jeune en politique, oui, c'est vrai, puisque je suis maire de Sainte-Luce depuis 2014 seulement. Mais j'étais auparavant adjoint au maire de Sainte-Luce et je suis engagé dans la vie politique qui pour moi est un engagement citoyen depuis 2008. Vous vous occupez du volet économique? Je m'occupe du volet économique, de participation citoyenne, oui. À la CTM. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Lorsque vous dites volet économique, quand vous êtes arrivé, vous n'êtes pas arrivé dans un débit de la régie, vous êtes arrivé dans une collectivité. Un débit de la régie, ça ne va pas, on passe au tribunal mixte de commerce, on liquide, on n'en parle plus. Tandis que dans une collectivité, on prend ce que l'autre a fait avant. Tout à fait. Et ça a été comment? Écoutez, ça fait depuis 1 an et demi que nous sommes là. Nous avons passé beaucoup de temps à tenter de remettre les choses en ordre. Déjà, le président, avec la conseillère exécutive chargée du personnel, a beaucoup travaillé sur l'organisation interne. C'était un point essentiel. Il fallait passer par là, faire en sorte qu'il y ait un organigramme, une organisation interne qui nous permette de travailler, en sachant que l'objectif, c'est de faire en sorte que la structure CTM soit véritablement au service de la population et soit un peu plus agile, un peu plus souple et un peu plus offensive pour que la population se retrouve dans l'action de la CTM. Donc ça, c'était le volet organisationnel qui est maintenant pratiquement qui est abouti puisque l'organigramme est décidé. Et puis il y a eu, et c'est en cours, l'aspect financier, puisqu'il a fallu sortir d'une situation où on engageait des dépenses sans forcément qu'il y ait des recettes en face, à une situation où on engage des dépenses avec la certitude des recettes. Alors, c'est 2 méthodes de gestion différentes. La nôtre, c'est de rentrer dans le réel, c'est-à-dire que ce qui est promis et proposé dans les actions qui sont mises en place correspond à ce qui est possible d'engager. En bon français de France, vous êtes toujours les crics. Ah ben oui, pas un bon créole de Martinique. Nous toujours les crics, oui. Oui. Chaque monde pour comprendre que quand même, la CTM dispose à peu près d'1 milliard de moyens, de ressources propres, de ressources. Et sur ce milliard de ressources, il y a à peu près 800 000 euros qui sont engagés pour le fonctionnement, en sachant que sur ces mêmes 800 000 euros, il y a déjà 800 millions d'euros. S'il y a 500 millions déjà engagés dans l'action sociale, qui est très importante à mener, qu'il faut que la collègue qui s'occupe du social, Audrey Talibardol, cherche quotidiennement à améliorer. Et il y a aussi 200 millions pour le personnel. Vous voyez, donc, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et la marge de manœuvre, c'est le delta, la différence, et puis l'emprunt. Et évidemment, on ne peut pas non plus engager la Martinique sur des emprunts éternels. Il faut pouvoir garder la mesure de tout ça. Et c'est ça à quoi le président s'attelle avec le conseiller exécutif chargé des finances. Alors, le temps de redresser tout ça, si on comprend bien, vous avez utilisé beaucoup de chalumeaux, beaucoup de marteaux, tout ce qu'il faut. Mais entre-temps, et l'autre partie de l'économie réelle, nous, entreprises, on a été dans la tête. Oui. On commence à voir arriver quelques sous. Oui. Mais ceux qui voient arriver, ce sont ceux qui ont pu traverser. Et puis ceux qui sont morts, ils sont morts. Oui. Ils sont morts et puis plein d'argent qu'à l'autre là. C'est-à-dire que plein d'argent la CTM? Ah bon? Non.
Non, je crois qu'il faut rétablir un peu. Il y a plein de mythes qu'il faut rétablir. Je dis que... Je prends l'exemple. Oui. Les retenues de garantie. Les retenues de garantie, mais ce sont des sommes que des entreprises ont perdues, et définitivement. Alors bon, j'ai cru comprendre que là, actuellement, la nouvelle majorité fait ce qu'il faut pour rétablir la situation. Tout à fait. Mais... Et la CTM paye des factures là, de 2020, 2021, avec des difficultés évidemment à payer 2022 dans l'immédiat, et ça sera réglé dans pas mal de temps. Mais le parti pris, l'orientation prise, la volonté affichée, c'est de faire en sorte que les finances, la trésorerie et les budgets nous permettent véritablement de soutenir l'économie dans la mesure des possibilités de la CTM. Parce que là aussi, il y a un mythe. La CTM, comme c'était le cas de la région auparavant, développe l'économie. Non. Participe. Il faut dire les choses comme elles sont. La CTM n'a pas en main les leviers de la politique économique. On est bien d'accord. On n'a pas la monnaie, les taux d'intérêt, les taux de change. On ne peut pas décider de l'import ou de l'export. Ça n'existe pas. Donc la CTM accompagne l'économie, notamment par l'engagement dans l'investissement public. Et c'est un des boosters de l'économie, notamment par l'engagement financier. Mais dire que la CTM fait le développement économique, il faut vraiment... Je fais partie des gens qui disent qu'il faut vraiment dire les choses aux gens. Les mythes qu'on a pu créer auparavant, il faut tordre le cou à ces mythes-là et revenir à la réalité. Il faut qu'on soit dans le réel. Et seul le réel va nous permettre d'aller vers l'avenir de manière solide et consolidée. Là, actuellement, nous constatons une chose qui continue à se développer. Et ça, il faudrait être très, 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 très fort. Mais très, très, très fort pour casser ce rythme. Nous avons les agités de l'ego qui œuvrent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui lancent toutes sortes de fausses informations. Oui. Et en regardant un peu l'international, nous nous rendons compte que nous avons un homme ici. On peut affirmer que Poutine Thibault l'homme côté au niveau mensonge. Et au niveau fausse information. C'est vrai que... Mais il va se reconnaître en le regardant. C'est vrai que les réseaux sociaux ont ce gros défaut, c'est de permettre à tout un chacun de pouvoir poster des choses qui ne sont pas forcément vérifiées. Mais c'est quand même un outil intéressant, ça permet l'échange. C'était pour ça au départ. Mais on constate que ça a été dévoyé et c'est vraiment le lieu où on a le plus de désinformation et où les gens pensent s'informer. Mais il y a certainement une culture à développer. Alors, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à prendre leur distance par rapport à ça. Et je crois qu'au fil du temps, les choses vont retrouver un équilibre. Mais c'est vrai que cet outil... des réseaux sociaux est parfois dangereux parce que ça permet de passer des informations qui ne sont pas vérifiées comme les journalistes le font généralement, doivent vérifier les informations. Et là, quelqu'un dans sa cuisine poste une information et ça peut devenir une information vraie pour certains, mais souvent non vérifiée. Et on arrive alors qu'on a besoin quand même d'informations vérifiées, on a besoin d'arguments scientifiquement menés et pour pouvoir avancer. Et bien là, on est avec les réseaux sociaux dans une situation inverse où parfois on se retrouve en difficulté à ne même pas pouvoir rétablir les vérités parce que, vous savez, ça a été dit sur les réseaux sociaux, ça paraît vrai, et plus c'est gros, plus ça passe. En fait, c'est comme dans la vie, il y a deux choses qui mènent marche arrière. Un coup de fusil et bien mauvais parole. Il bâtit, pas de marche arrière. Oui, tout à fait. Mais concernant les réseaux sociaux, il appartient à chacun de pouvoir aussi assurer sa capacité d'analyse et faire en sorte que la désinformation ne devienne pas l'information. Chacun on a une responsabilité en la matière, chacun à son niveau. Il y a une compétence que chacun doit développer à ce niveau-là pour trier le vrai du faux, pour faire le tri de tout ce qu'on voit, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et c'est pas seulement Martinique, c'est une situation générale. Oui, mais c'est ici à nous à vivre.
Oui, tout à fait, mais nous sommes néanmoins... Oui, nous faisons partie du monde. Nous faisons partie du village. monde. Nous sommes des humains, nous faisons partie du monde. Et cette affaire de réseau social a amené cette capacité de désinformation dans l'ensemble des régions du monde. Et tous les peuples du monde en souffrent. Et évidemment, chacun doit pouvoir prendre du recul et faire son travail de tri, hein, parce qu'il ne faut pas compter sur ceux qui font passer de la désinformation pour changer de méthode. Hein. Ça viendra de ceux qui reçoivent l'information. Il faut que chacun soit assez averti pour essayer de faire le tri, trier le vrai du faux. Nous, on ne fonctionne pas avec les réseaux sociaux. On va chercher directement là où se trouvent les études. Alors, il y a une question qui se pose actuellement. Et si la mer montait de 3 mètres? Oui. Ce sont les dernières analyses qui ont été faites par le GIEC. Et le maire de Sainte-Luce a vu, quand il était gamin, des plages qui ont disparu. Il a vu entrer l'eau de plus en plus sur le territoire. Et là, nous sommes en plein, par rapport au réchauffement climatique, nous sommes en plein dans l'élévation du niveau de la mer. Oui, c'est inquiétant. Effectivement, il y a des analyses qui sont en cours et qui ne présagent pas grand-chose de bon. Alors, il y a 40 ans, quand les premiers écologistes parlaient de la difficulté que les humains auront, tous les habitants de la planète, humains ou non d'ailleurs, concernant l'environnement, on se souvient qu'ils n'étaient pas forcément crus, ils étaient même combattus. Ah, ils ont combattu beaucoup. Bon. Et j'en sais quelque chose, quand Pierre Davidas, Oui. A été attaqué au sein même de son groupe. Parce que ceux qui étaient autour de lui n'admettaient pas que le seul diplôme qu'il avait, c'était, puisqu'il le disait régulièrement, il avait fait l'université de Jussot. Alors que tous, ils avaient fait l'université de Paris. Et puis quand on voit le niveau intellectuel, le résultat, finalement, si on avait suivi ces hommes-là, ça aurait été la catastrophe. Oui, et ça a été comme ça dans tous les pays du monde. Oui. Pas seulement ici. Disons que ceux qui ont commencé à parler, parce que ça fait des années qu'on en parle, ils n'ont pas été... Disons que le système, pour employer un bien grand mot qu'il faut définir d'ailleurs, le système s'organise pour pouvoir refouler tout ce qui ne lui convient pas. Alors maintenant, le système ne peut plus refouler cette question environnementale, il l'a intégrée. Et c'est tant mieux, mais il ne faut pas que le système l'intègre du point de vue capitalistique du terme. Il faut que ça soit vraiment une approche de l'humain. Et je crois que c'est en cours et les choses doivent être mises en place. Et quand on prévoit une augmentation du niveau de la mer, il faut en tenir compte. Alors, il était question de Sainte-Luce tout à l'heure. C'est vrai que nous sommes une commune qui subit l'érosion. Nous sommes dans la mer. C'est vrai. Mais la mer fait nous aussi. Il faut reconnaître que c'est la mer qui fait nous. Hein. Bon. Donc, il faut que nous apprenions à vivre le pays. Il est bon, il n'est pas bon, il faut que nous apprenions à vivre le pays. Donc, d'ailleurs, la question me permet de rappeler quelque chose, parce qu'il y a eu un problème à Lancement Bouillard, enfin, c'est récurrent. C'est toujours là d'ailleurs. Où on a fait croire aux Martiniquais que des gens étaient venus occuper l'espace public. Ce n'est pas cela. C'est l'érosion. Et il y a une règle de droit qui prévoit les modalités pour régler le problème, pour rétablir le passage. C'est en cours. C'est long parce que les gens ont des droits. Ceux qui veulent passer là où ils passaient avant, ou là où moi-même, quand j'étais gamin, je passais, ils ont le droit. Mais les propriétaires, parce qu'ils sont propriétaires, ils ne sont pas occupants sans titre, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire, ils ont aussi des droits. Donc, il y a une réglementation qui existe pour prévoir les modalités du rétablissement d'un passage sur le littoral, et c'est en cours. Alors, c'est long, c'est vrai. C'est long parce qu'il y a les droits de chacun, des deux parties, des trois parties même, puisque la commune est concernée quelque part, mais à respecter. Et il y a une question d'érosion dont nous sommes à Sainte-Luce victimes en quelque part. Victimes entre guillemets, c'est la réalité, c'est la nature. Nous ne sommes pas les seuls en Martinique. Il y a 25 communes autour de l'île concernées dans leur partie basse. Oui, de cette tout à fait. Et à Sainte-Luce, il y a des quartiers en particulier
la partie basse de Trois-Rivières et le bout, qui dans l'avenir, pourrait effectivement subir ces montées des eaux. Alors, quand on regarde ce que les experts disent, ils parlent de 2030, 2040. 2030, c'est demain matin. Ouais, c'est demain. Hein. Demain matin. On va la porte tout frappe, puis on doit. Au niveau de la CTM, bon, maintenant, c'est en termes d'aménagement de territoire. Nous avons vu nous avons reçu David Zobda la dernière fois. Nous avançons. Mais quand on prend là aujourd'hui la réalité de ce qui nous a explosé au visage, c'est la RN5 Rivière Salée. Je me souviens, quand l'ancienne majorité a lancé cette opération, quand nous sommes arrivés sur le site de matin des autres cas là, bien évidemment, on a été attaqué. Le résultat est là. D'ici 10 ans maximum, on n'aura plus la possibilité de faire Rivière Salée du Gosse. C'est possible. Moi, je pense que ces sujets-là méritent, comme plein d'autres d'ailleurs, méritent qu'on puisse les traiter sérieusement. Non seulement sérieusement, mais en bonne intelligence. Il y a des sujets sur lesquels il y a des oppositions politiciennes. Bon, je crois qu'il y a pas mal de sujets, surtout pas mal de réponses à des problématiques qui ne viendront pas des oppositions politiciennes, de la politique politicienne, qui viendront d'une analyse réelle, argumentée, objective, scientifique de la situation, après quoi une solution discuter. C'est vrai, il faut discuter, mais on n'a plus le temps de ces chamailleries politiciennes en Martinique. Je pense qu'on n'a plus le temps. On a pratiqué ça pendant, je ne sais pas, X années. Bon, cette période est révolue. Elle devrait être révolue. Mais il faudrait surtout, Florent, je le dis parce que c'est la réalité, ça fait 30 ans que la population de Martinique vote pour autonomistes et indépendantistes. 30 ans. D'accord, ça fait 30 ans. 30 ans qu'il y a une chamaillerie qui ne finit pas, une guerre. Mais il faut qu'on arrête ça. Et je crois que le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, c'est ce qu'il a voulu faire en lançant ces travaux du Congrès. C'est de faire en sorte que nous, quand même, été boulate, et puis nous, quand regarder à ce qui ça nous d'accord. Et puis là, est nous d'accord, nous, qu'à avancer, quoi. Nous ne pouvons pas passer de temps, nous, qu'à faire des chamailleries politiciennes pour une question de pouvoir. Vous savez qui laisse qui prend après. Mais non, il est vraiment temps de faire en sorte que la politique reprenne le dessus. Quand je dis politique, c'est dans le sens noble du terme. Dans le sens noble du terme. Qu'on reprenne le dessus de la petite chamaillerie politicienne. Et ça, je crois que c'est le sens que je donne à cette idée de congrès que le président Letchimy a voulu lancer. Et effectivement, il nous faut nous mettre d'accord. Je sais très bien, je ne suis pas naïf au point de croire que tout le monde sera d'accord du jour au lendemain. Mais enfin, il faut prendre des initiatives pour pousser les gens à se mettre d'accord, à discuter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit d'accord sur tout. Ce n'est pas pour dire que le président il dit ça, tout le monde dit, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est de faire en sorte qu'on puisse traiter les sujets fondamentaux de manière fondamentale et non pas de manière, pas à la surface de la petite politique politicienne. En clair, je le dis d'autant plus que je ne fais partie d'aucun parti politique. Avec notre conseil municipal à Sainte-Luce, nous sommes un groupe qui sort d'un mouvement citoyen. Donc je suis à l'aise pour le dire. Je suis à l'aise pour le dire que la politique, j'essaye d'éviter ça personnellement. Ça fait pas. Oui, ça grandit pas le pays. Ça ne construit pas. Ça ne construit pas. Bon, voilà. Et quand on voit les pense-petits, leur fonctionnement, leur réaction, ça désole. Ça désole. Et finalement, la nature, elle vient gentiment, tranquillement, elle monte, elle fait ses affaires. C'est ça. Et il avance et dit oui. Je suis d'accord, mais Florent, essayons de positiver. Hein? Essayons de positiver. Faisons-le pour une Martinique autrement. Oui, mais pas ça aussi c'est autrement. Mais positivons. La Martinique a ses difficultés. Comme bien d'autres contrées dans le monde. Nous avons nos difficultés qu'il faut surmonter.
Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Peut-être que ça se fait dans le backstage, je ne sais pas, ou alors bon, c'est pas dans les circuits officiels. Je fais partie d'un mouvement citoyen qui dit clairement que le citoyen doit, en quelque part, s'impliquer beaucoup plus dans la résolution des problèmes et ne pas laisser la résolution des problèmes à la caste d'élus, bien qu'il n'y a pas de caste d'élus, mais quand les gens parlent des élus, les élus, comme s'il y a un corps d'État qu'on appelle les élus, ça n'existe pas. Les élus émanent du peuple, puisque c'est au bout d'élections qu'ils deviennent élus. Et je suis maire de Saint-Luce aujourd'hui, je peux ne pas l'être demain. Ce n'est pas le problème. Le sujet, c'est comment nous faisons-nous pour avancer. Et le citoyen doit s'impliquer dans non seulement la réflexion, il ne doit pas se contenter de faire des coups de gueule à la radio, de critiquer. Il doit pouvoir proposer. Il doit pouvoir participer à la réflexion, à l'analyse et faire des propositions. Alors, c'est des discussions. On ne peut pas dire que chaque langue dit un bagaille, c'est ça qui retient. Mais et c'est pour ça que je m'occupe aussi de la participation citoyenne. C'est dans ce sens-là qu'il nous faut faire en sorte d'impliquer le citoyen dans la résolution de ces problèmes et sortir notre population dans cette posture qui est de toujours critiquer, commander, réclamer. Et il faut réclamer, mais il faut qu'on aille plus loin. On a le devoir, chacun d'entre nous, de faire en sorte que nous soyons force de proposition. Et quand la porte n'est pas ouverte, il faut la forcer. Et c'est pour ça qu'avec des amis, on a créé le Comité Citoyen Sud, qui a permis de travailler sur un premier sujet qui était une augmentation considérable des impôts et qui travaille actuellement sur l'eau, notamment, entre autres. Eh bien voilà, il faut que les citoyens soient dans le game. Il faut qu'ils soient dedans. On ne peut pas penser qu'il y ait des politiques, à partir de leur tour, décident pour tout le monde. Bien évidemment, ils ont le devoir de décider. C'est notre système. Hein, c'est leur mission. Mais enfin, le citoyen, parfois... et ça aussi, c'est un problème. Autant, je suis d'accord, hein, les politiques ne sont pas exemples de critiques. Absolument. Mais le citoyen aussi doit parfois se remettre en cause. Combien de fois j'ai eu à dire aux gens, mais attendez, je fais une réunion de quartier, 75% des problèmes qu'on me soumet, ce sont des problèmes qu'on peut résoudre au niveau du voisinage, etc. Donc, chacun doit faire un pas vers l'autre. Et puis, tu vois ce que je veux dire, c'est pas le politique qui va faire avancer le pays. C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Si ça existait, ça serait facile. C'est le politique, il est là, d'accord, pour décider, pour orienter, mais le citoyen aussi doit participer. Et comme je viens d'un mouvement citoyen, j'ai pas peur de dire ça aux gens. Nous avons des comportements à changer. Les politiques ont des comportements à modifier, mais énormément. Mais les citoyens aussi. Et c'est dès la main. Si on ne va pas l'autre, nous allons bien écouter. Il faut savoir écouter pour comprendre. Il faut savoir écouter pour comprendre et puis ne pas avoir peur de participer. Alors, ouais. Quand on regarde par exemple ce qui est demandé au Congrès, oui. C'est vrai, lorsque nous regardons certains textes, l'application de certains textes, il faut les adapter. Oui. Prenons l'exemple de l'élévation du niveau de la mer. Demain, on sera face aux textes nationaux sur le DPM. Or, pour l'instant, où est le trait de côte de l'État? On ne le trouve pas. Et c'est là que le grand public n'a pas encore compris qu'il y a urgence de s'organiser pour être côte à côte. Oui. Dire au préfet qui représente l'État, votre trait de côte, non seulement vous ne l'avez pas défini, ce qui fait que nous allons vers des troubles que nous n'allons pas facilement gérer. Et en dehors de ça, lorsque nous savons que, on a des exemples, 1,50 m d'eau plus haut par rapport au niveau actuel. Il y a quelques communes, si on ne fait pas attention... C'est pas quelques communes seulement, c'est tout le littoral martiniquais. Tout le littoral martiniquais. Voilà l'exemple de Sainte-Luce. Oui. Si on ne fait pas ce qu'il faut pour créer la bonne digue là où il faut, si on ne lance pas l'étude maintenant, alors, c'est certain... Digue. Bon, ceux qui étudient la question des digues, bon,
c'est un peu remis en cause. Hein. Et personnellement, je ne crois pas, sauf à mettre des digues high-tech qui vont coûter très cher. Hein. Les digues, c'est pas un mur que l'on met. Hein. Non. Ça s'étudie. Ça s'étudie. Ou quand mettre oui, tout à fait. Ou quand mettre un digue, mais des bouts là, il n'y a qu'un canal qui passer. Ben justement. Donc, il faut traiter tout ça. Mais en fait, je crois plus que nous allons devoir nous faire en sorte que nous puissions savoir comment faire avec. Et le citoyen, tu as dit, qui ne comprend pas, ben, il faut lui expliquer. Oui. Je crois que quand on fait de la désinformation, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, c'est normal que les gens soient un peu perdus. Mais si on explique aux gens, si on remet à sa juste place l'analyse scientifique, l'information documentée, c'est-à-dire que un bouc qui a parlé, si ça dit ça, il a parlé à nous, quoi écouter, nous essayer de comprendre. Nous pas obligés d'accord les pays, mais nous essayer de comprendre. Mais pas mettre en face un bouc qui pas connaître rien, puis qui a venu dire n'importe qui ça. Si on refait confiance, si ce peuple-là, parce qu'il a démontré récemment qu'il ne fait pas confiance aux scientifiques, je comprends. Bon, maintenant, il nous faut prendre cette situation là où elle est, essayer de savoir comment on va la gérer. On ne pourra pas ceinturer la Martinique de 3 mètres. C'est pas possible. Bon. Il y aura des priorités. Bien. Il y aura des priorités. Et puis, il y a en dehors des digues, il y a aussi le déplacement de population, le relogement, la relocalisation. C'est énorme. Ça, oui. Mais ce sont des solutions qui doivent être sur la table. Hein? Il ne faut pas dire aux gens, oui, l'eau est montée, nous allons mettre des digues. Parce que, bon, si on dit ça aux gens, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à intégrer le fait que le contexte environnemental va nous amener à modifier, y compris notre manière de vivre. Et tant qu'on ne va pas accepter ça, on ne va pas pouvoir faire face à la situation qui entraîne non pas seulement de pointe, mais qui nous arrive là. On ne peut pas penser vivre dans le futur avec toutes les problématiques qui sont les nôtres. Qui seront les troubles de l'humanité en général, du monde. Et puis penser qu'on va pouvoir vivre comme on a vécu, notamment ces 50 dernières années. Il y a un gars qui a dit la fin de l'opulence. Bon, on n'a pas qu'à dire ça. Mais il faut qu'on intègre le fait que chacun de nous devra adopter des manières de faire, des manières de vivre, de nouvelles manières de voir les choses pour nous adapter à la nature. Parce que ce n'est pas elle qui va s'adapter à nous. Non. Hein. Non. Nous avons provoqué tout ce qui... Enfin, l'humain a provoqué tout ce qui est en train de se passer. Mais là, il ne maîtrise plus rien là. Hein. Il devra s'adapter là. Il a cru tout maîtriser, mais bon, il devra s'adapter. Et chacun doit avoir conscience qu'on doit avoir un comportement qui soit adapté à la situation, surtout à la complexité de toutes les problématiques qu'on doit régler. Là, nous avons des éléments factuels oui. qui sont de plus en plus sur la table. Nous avons les hommes qu'il faut en Martinique, qu'ils soient élus, pas élus, là c'est les sociétés civiles, qui peuvent faire le nécessaire pour qu'on puisse se dire, bon ben, là effectivement, on peut utiliser ça comme ça, on peut mettre des digues comme ça. Effectivement, quand je mets une digue, il y a toute la partie qui vient, il y a toute la partie tellurique, il faut la sortir cette eau-là. Donc tout ça s'analyse, tout ça se met en place. Mais à la condition première qu'en face, ceux qui ont en charge de l'aménagement puissent accepter, effectivement, il y a un changement qui arrive, il faudra s'adapter, il faudra prévoir le recul, parce que le recul est énorme. Il est énorme. Bon, mon gros défaut, ça a été mon métier. Nous, on sait, dans 50 ans, comment tel comportement en matière architecturale va se poser, en matière d'urbanisme et tout ça. Donc, nous anticipons. Oui. Bon, il y a des bureaux d'études qui anticipent, qui font les choses, mais il faut déjà les engager. Tout à fait. Alors, je pense que il ne faut pas qu'on laisse passer à la population qu'il y a une solution qui va tout régler. Non, ça n'existe pas. Il y a pléthore de solutions. Nous avons écoulé béton tout à l'heure, tout Martinique, et puis nous avons fait... Non. Cette solution est peut-être même pire que le problème. Parce que Digla, bon, ça bien après 30 ans, il peut arrêter, quoi. Bon, parce qu'on met à battre. Bon, et puis qui vote au rabais? Pourquoi il dit ça?
tout ça se On calcule. va mettre 1 mètre et puis après, oui, mais au passage. Et après, au moitié 20 cm. C'est pour là qu'on dit à quel niveau ben, elle remonte vraiment. Après, on va regarder qu'il monte à 20 cm ou alors que vous mettez 1 mètre, effectivement, il monte à 40 cm, mais Léon ou le rivet en manière exceptionnelle, il va s'enlayer. Donc, il y a tout le monde veut vivre au bord de la mer. Moi, je suis de Sainte-Luce, donc j'adore la mer. Je vais la mer tous les matins. Mais il va falloir qu'on vive avec. Et ce que je voudrais faire passer comme message à nos concitoyens, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle. La solution est multiple. Et beaucoup viendra du changement de comportement de chacun d'entre nous. Quand on veut changer l'autre, il faut déjà commencer par se changer soi. Tout à fait. Bon, là, et puis ça, nous peut plus aller devant. Et ça, c'est ce volet au niveau marin. On sait qu'au niveau climatique, au niveau intérieur, on a de gros problèmes pour nos rivières, on a beaucoup de problèmes pour nos sols. Et aujourd'hui, quand on regarde notre forme agricole, il y a du travail là à faire. Il y a toute une réforme à faire. Oui, exactement. J'aime bien le mot réforme. C'est sûr que, encore une fois, que ce soit en mer, à terre, en ciel, quel que soit, nous pas ni le choix. Là, il n'y a... Nous sommes dos au mur. Tout à fait. Mais ce n'est pas tous les peuples du monde. Hein. Non, oui. Parce que tu as des îles qui vont carrément disparaître. Oui. Tanouan, par chance, peut-être pas disparaître. Enfin bon. Il va disparaître entièrement, mais il y a un moment sur bâti. Oui, mais il faudrait prendre ça vraiment. Il faut étudier la question et savoir exactement sur quel bouton appuyer. Concernant l'agriculture, oui, il y a l'impérieuse nécessité de changer de modèle agricole. Mais ça, c'est le changement, le problème climatique, le changement climatique qui le veut, mais pas seulement. Les problèmes sociaux, les problèmes comment dire, environnementaux liés à l'usage de phyto, parce que de toute façon, il y en a de moins en moins. Et nous, mais pour ça. Exactement. Il y a de moins en moins de molécules pour traiter. À sous des produits que nous voulons presque pas arrêter. Et c'est tant mieux. On est obligé de sortir de cette agriculture intensive qu'on a pratiquée, qu'on a propulsée avec des fonds publics pour venir à une autre agriculture, qui soit une agriculture qui soit bâtie sur un modèle totalement différent. On n'a pas le choix. Donc, on peut bien innover. Mais la monoculture, la monoproduction à base d'un système intensif, ça va tenir encore quelques temps, mais ce n'est pas ça l'avenir. Et la CTM doit s'associer à l'avenir, doit faire en sorte que l'avenir soit possible dans ce pays-là, pour l'agriculture de ce pays-là. Et c'est ça à quoi nous travaillons. Nous travaillons à faire en sorte que notre agriculture ait un avenir dans le contexte qui est le nôtre actuellement. C'est quoi? Tu l'as dit, changement climatique, je l'ai précisé, problématique de traitement phyto, l'attente du consommateur martiniquais qui attend un produit de qualité, qui de plus en plus a compris que sa santé passe d'abord par son alimentation, l'attente du Martiniquais qui voudrait une production de proximité qui corresponde à son identité. Tout ça, quand on met tout ça dans un pot, on le secoue, c'est l'agroécologie qui ressort. Donc, et non pas la production intensive à haute valeur ajoutée. À capacité capitalistique, à haute valeur capitalistique. C'est-à-dire on utilise beaucoup de capitaux, de machines. Non. Il y a une agriculture qui a été la nôtre, parce qu'on a une autre qui a toujours évolué à côté de celle qui est officiellement soutenue. Et celle-là, elle a de l'avenir. Elle représente une solution pour la Martinique. Et nous allons proposer très officiellement, d'ici quelques temps, que nous puissions non pas dire à ceux qui font de l'agriculture intensive qu'il faut arrêter du jour au lendemain, c'est pas ça. Mais nous devons entrer dans une transition. Et ce qui dit transition, ça voudra dire qu'il va falloir accompagner les agriculteurs de manière significative et même massive dans cette transition-là. Que ce soit en termes de
références techniques à mettre à leur disposition, de cadres techniques, d'accompagnement, qu'en termes d'investissement qu'il y aura à faire, il faut et de soutien aussi, parce que actuellement, le soutien public pousse à la production, c'est-à-dire qu'on soutient les volumes produits. Qui dit volume produit dit qu'on réduit l'agriculture à un petit nombre ce petit nombre qui peut faire ce volume de production-là. Eh bien, il y a une solution pour que notre agriculture puisse véritablement être à visage humain, à faire en sorte qu'on arrête cette hémorragie, parce qu'on est passé en dessous de 2600 agriculteurs. On est passé en dessous de 2600 agriculteurs. C'est-à-dire que si on continue comme ça... Parité après. Parité. Donc, il y a des gens qui sont là, qui produisent. Il y en a qui veulent rentrer dans la production, notamment par l'installation, etc., qui sont d'accord pour aller vers un système agricole qui soit différent. Il faut les accompagner. Et ça, quand on dit ça, c'est pas de dire à ceux qui sont là qu'on n'a plus besoin d'eux, pas du tout. Il faut dire que cette évolution, encore une fois, qui s'impose, on n'a pas le choix. Eh bien, la politique publique doit pouvoir massivement accompagner cette transition agroécologique de notre agriculture. De toutes les façons, les règles sont là. La nature a mis de l'ordre. Je disais à un gros producteur de bananes que très bientôt, nous allons importer de la banane venant de France. Quand on voit comment la tropicalisation au niveau national. Oui, comme on a importé de l'igname. Oui, nous importons de l'igname. Aujourd'hui, on a une douzaine de spéculations tropicales au niveau national. Oui. On a même la dengue qui bat chez fond en l'air. Donc, la tropicalisation de la France se met en marche. Ça veut dire que si nous ne faisons pas attention, nous risquons demain d'avoir de la banane venant de la région de Bordeaux, du sud de la France, nettement moins chère qu'une banane qui sort de Basse-Pointe, Fort-de-France. C'est possible. Et pour pouvoir contrer ça, il n'est pas temps de dire bon, on va battre en monnaie, pas ici, pas là. C'est important de soutenir les individus dans leurs projets, mais il faut une politique agricole. Et c'est ce pourquoi je plaide. C'est pas tout de parler d'autonomie alimentaire, de parler de production propre. Non, il nous faut une politique. Il faut mettre des griffons en terre. Il faut une série de mesures qui ouvrent la voie. Et tant qu'il n'y aura pas cette série de mesures, on va laisser la plupart de nos agriculteurs dans une situation, qui les amène droit au mur. On voit qu'il y en a qui fructifient, tant mieux pour eux. Mais la masse, le plus grand nombre ne fructifie pas. Et la production diminue par rapport à ça. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas les moyens de faire en sorte que l'exploitation puisse perdurer, puisse continuer à produire dans le contexte actuel. Parce qu'avant, on passe un coup de désherbe, on fait ça n'existe plus. Donc, il faut accompagner cette transition. Et cette transition doit être ouverte à tout le monde. Et nous croyons qu'une politique agricole, je pèse le terme, c'est pas ou quoi mettre un petit dispositif, ou quoi dire, ou quoi bailler 50% si investir. Non. Il y a ça dedans. Mais il y a tout le reste. Et c'est le reste qui manque. C'est-à-dire de faire en sorte que l'orientation, par exemple, prenons le POSEI. Et ça, on dit qu'il faut informer les gens, parce que les gens n'ont pas conscience de ça. Parce que ça reste dans le microcosme agricole et tout ce qui... On reçoit par exemple 130 millions d'aides à la commercialisation liées, c'est une aide couplée, c'est-à-dire que liée au volume produit. Sur les 130 millions, la banane en a 95. Et pourquoi dire, mais nous, qu'on fait banane, mais qui sont nous faire? Nous, qu'on fait banane parce que l'État et puis l'Europe, c'est là les pouvoirs publics qui a dit nous, c'est ça pour faire puis l'argent. Eh bien, c'est on a fait banane. Maintenant, si on arrive à faire en sorte que cette politique agricole puisse évoluer, il ne s'agit pas d'arracher de la banane. Moi, j'adore la banane. Moi, je mange un pâté de banane. Mais il nous faut vraiment faire évoluer la politique agricole. Je n'aurai pas le temps là de rentrer dans le détail. Bientôt, nous allons présenter le détail de cette politique que nous proposons. Et il ne faut pas croire que la CTM à elle seule peut redresser, réorienter, réorganiser la politique agricole. Ce n'est pas vrai, parce que ceux qui définissent la politique agricole ne sont pas ici, ils ne sont pas à Plateau. Ils sont à Paris, ils sont à Bruxelles. Et ceux qui agissent sur la décision de nos instances publiques, Paris ou Bruxelles, c'est ceux qui profitent le plus du système. Donc il faudrait que nous arrivions à faire en sorte de convaincre
qu'il nous faut évoluer vers autre chose. Cette autre chose, encore une fois, c'est même pas un choix. La nature, les circonstances, y compris sociales. Plus personne ne veut être ouvrier de la banane, de la canne. Il va bien falloir qu'on fasse avec. Par contre, beaucoup de personnes veulent monter une petite exploitation agroécologique, faire de la production diversifiée et vendre sur des marchés de producteurs. Beaucoup de nos structures d'écoulement, de hypermarchés ou pas, ont cette demande en face d'une demande de nos concitoyens pour une production de proximité, pour une production qui respecte la santé des gens, pour une production tracée. C'est ça la demande. Mais nous devons avoir une politique agricole qui ait le courage de répondre à cette demande-là et pas autre chose. Il ne faut pas oublier une chose pour changer les habitudes, parce que ça se gère dès le berceau. Il ne faut pas qu'on puisse qu'on gave nos bébés avec des petits pots nationaux, exact, avec tous les produits nationaux, et pourquoi manger des petits bougas en soupe Martinique. Bon, d'accord, donc il faut commencer par ça. Bien. Encourager la fabrication de petits pots locaux, que l'on peut manger l'intitimolam. Et à partir de là, on redonne le goût martiniquais à nos enfants pour que, dans les années qui viennent... Tu viens de parler d'une des mesures de la politique agricole qu'on propose, qui est de faire en sorte que les fameux PAT, les programmes alimentaires territoriaux que chaque commune essaye de faire, que nous ayons un programme territorial, alimentaire. C'est pas alimentaire, c'est pas seulement agricole. Alimentaire qui parle de ça, qui prennent les choses à la base, notamment avec les enfants des écoles, qu'on puisse avoir un véritable programme alimentaire territorial qui fera en sorte que dans quelques années, que nos enfants puissent de nouveau avoir une appétence pour le produit local. Et ça, c'est un des thèmes. Ce qu'on va proposer, ça va de la recherche de références techniques à la commercialisation, en passant par les signes de qualité, en passant aussi par le fait de labelliser chaque exploitation agricole, de faire en sorte que chaque exploitation agricole soit labellisée, on ne va pas dire exploitation agroécologique. C'est-à-dire que chaque agriculteur ait une capacité reconnue, après une formation, d'être en mesure de produire en respectant l'environnement. Et ça, et dans ce projet, il y a le PAT. Et dans le même bien temps, manger local. Bien manger local. Et dans le même temps, tout en mangeant local, pas manger poche moins. Oui. Parce que quand on regarde, pour l'instant, c'est ce qui tue le bébé. Quand on regarde les prix de tout ce qui sort du sol martiniquais dans les centres commerciaux, quand on regarde un pomme qui a été un an, l'étable il va à bruit, qui a fait 8000 km, quand on regarde un mango au Bassignac, eh bien, il est 3 fois plus cher qu'il pomme là. D'accord. Alors, il y a deux choses. Il y a le prix auquel le consommateur achète le produit à l'hypermarché, et il y a le prix auquel l'agriculteur vend son produit au distributeur. C'est des bails différents. Parce qu'entre les deux, il faut mettre la marge du distributeur. Bon, parfois, c'est énorme. Bien. Alors ça, c'est vrai que nos produits sont plus chers. Mais en fait, les chercheurs, là aussi, il faut documenter ça. Il y a des travaux qui démontrent que même en achetant plus cher, on ne dépense pas forcément plus. Parce que quand on n'achète pas cher, on fait beaucoup de gaspillage. Parce que parfois, il y a des produits qu'on n'utilise pas, qu'on jette, etc. Quand on achète plus cher, on achète en principe de la qualité et qu'on utilise le produit mieux. Enfin bon, ça c'est du détail. Ça veut dire que c'est vrai que nos produits sont chers. C'est vrai, mais ça c'est une situation qui est due au fait que nous soyons dans une situation de production insulaire. Il faut, alors, quand on va justement faire évoluer le modèle agricole par l'usage de bioressources qui existent sur les exploitations, à la fois pour assurer la santé sanitaire des plantes, par l'utilisation de plantes qui pourront prévenir les maladies des plantes, on peut espérer pouvoir baisser le coût de production. Mais en fait, en face, il faut une politique agricole, encore une fois. Si le gars qui produit, sa seule ressource, c'est la vente au marché, le produit de sa vente au marché, forcément, il va vendre plus cher. Comment est-ce que notre production de bananes est super subventionnée pour qu'elle existe sur le marché européen? Je n'ai rien contre. Mais l'inverse doit être aussi vrai. Oui. Et on ne peut pas laisser notre production locale
en situation de nudité totale par rapport à la concurrence. Alors, il y a du POSEI qui existe pour la production locale, mais c'est plafonné. Alors qu'on dit qu'il faut augmenter la production, mais il faut déplafonner. Et il faut faire en sorte que tous les producteurs, le peu qui nous reste, puissent bénéficier de soutien à la commercialisation pour justement faire en sorte que les prix diminuent légèrement. En tout cas, il y a du travail. Oui, c'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. Il y a du travail pour tout le monde, pour les élus et pour les citoyens. Bon, la diaverti va tuer Famakai. Il faut qu'on tienne compte de tout ce qui se fait et tout ce qui va nous arriver dessus. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous demandons aux gens de savoir écouter pour comprendre et d'éviter d'entendre, parce que pour l'instant, nous détections, nous avons répété, Poutine, Thibault l'homme côté, monsieur, en termes de mensonges. Oui. Thibault l'homme côté, et monsieur, il fait des assets dans ce pays-là, ni en les faut d'équiper, ni en les faut d'équiper puis l'endeuil. Pour l'instant, téléspectatrices, téléspectateurs, il y a du travail à faire pour la Martinique et ne mettons pas de côté tout ce travail que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas nous presser, il ne faut pas nous traîner les pieds, mais en attendant... En tout cas, moi, je ne sais pas de qui tu parles, mais moi, il y a des hémicycles à épisode. Je le redis parce que je suis, encore une fois, d'un mouvement citoyen. Le citoyen, oui, il a, quel que soit le faiseur de miracles ou le madragueur, le citoyen doit s'armer contre ça. Et c'est de là que viendra la solution. Merci encore et puis bonne écoute et puis un de ces quatre. Merci à Zouk TV et à Florent Grabert. Regardez les...